Salut les fratés, c'est le cousin Laurent, Lolo pour les intimes. Bon, pour ceux qui me connaissent pas, je suis le cousin de Madame Buffle, double diplômé, coach sportif, coach grammatical. Alors à Skip, ça galère sur les subordonnés? Vous inquiétez pas, mes petits godivots, tonton Lolo est là pour vous. Allez, on se met en tenue. Bah allez, ouais, leggings, on y va, basket, chaussettes, tout quoi. Bon, vas-y, laisse tomber, c'est pas grave, on y va. Bon, à chaque mauvaise réponse, vous me faites un burpee, ok? Je fais du gainage. Phrase simple ou complexe? Allez, là, simple ou complexe? Simple, bien, bah ouais, qu'un seul verbe, je fais. On continue. Sauf toi là, tu t'es planté là. Allez, burpee. Bon, allez, on continue. Je mange des protes parce que je prends en masse. Simple ou complexe? Alors, complexe, bien, c'est bon, t'as compris. Attention, les propositions, elles sont indépendantes ou principales et subordonnées? Alors, burpee! Bah oui, elles sont principales et subordonnées. Allez, ça enchaîne, c'est pas grave. J'ai un poids qui pèse 12 kilos pour que je fasse des fentes. C'est quoi ça? Combien de propositions? Combien? Alors, non, pas deux, ouais, trois, oui, trois. Maintenant, elles sont comment les propositions? Allez, faut que ça fuse, là, j'ai pas le temps, là. Toi, burpee, toi, double burpee, parce que t'es vraiment mauvais, hein. Bah ouais, les gars, il y avait trois propositions. La principale, la relative, la subordonnée, conjonctive, circonstancielle. C'est quand même pas compliqué, quoi. Bah ouais, les gars, le cerveau, c'est un muscle, hein, ça se travaille. Bon, vas-y, je te laisse, parce que là, ils ont pas encore le level, hein. Allez, on se refait une session bientôt, les gars, hein. Et au taquet, hein. Bonjour les troisièmes, et oui, aujourd'hui c'est jeudi, et donc c'est grammaire, et pour votre plus grand bonheur, nous allons parler de subordonnés. Alors, si vous vous souvenez bien, avant les vacances, vous aviez plusieurs exercices à faire en autonomie, notamment le jour où j'étais absente, et puis on devait les faire après la semaine avant les vacances, et puis bon, finalement, la vie a fait que on n'a pas pu corriger. Mais pour avant les vacances, vous aviez une série d'exercices à faire sur les subordonnés, conjonctive, COD. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Alors, je vous laisse prendre le temps là de ressortir votre classeur. Dans la partie langue, normalement, vous avez dû ranger très soigneusement les exercices qui ressemblent à ça. Donc, vous aviez une double page à faire, d'accord? Enfin, même 3 pages recto à faire sur les subordonnés, conjonctive, COD. Si ces exercices ne sont pas faits, là, je ne vais pas vous demander de me les renvoyer puisque là, on fait la correction aujourd'hui. Par contre, je vous conseille vivement, si ces exercices ne sont pas faits, de faire pause maintenant, de prendre le temps de les faire. Ça va vous prendre entre 20 et 30 minutes. C'est pas du luxe, c'est pas du temps perdu. Je vous rappelle que vous avez un brevet blanc la semaine prochaine, que vous avez un brevet tout court à la fin de l'année et que vous avez le lycée l'année prochaine et que je n'aurai de cesse de le répéter, mais même si c'est une leçon hyper relou, c'est une leçon hyper importante et c'est vraiment des points grammaticaux hyper importants à maîtriser. Donc avant de copier la correction bêtement, entre guillemets, sans avoir réfléchi à quelles étaient les réponses possibles, je vous conseille fortement là de mettre pause et de les faire. Si les exercices sont faits, on y va, on corrige ensemble et je vais essayer de vous expliquer de façon la plus claire possible pourquoi c'était cette réponse-là ou une autre réponse la bonne. N'hésitez pas, s'il y a des choses qui vous paraissent encore trop obscures, à m'envoyer un message sur Pronote ou à noter vos questions et auxquelles je répondrai. Mais si j'y réponds en présentiel, ce sera après le brevet blanc. Donc à vous de gérer, est-ce que vous avez des questions existentielles avant le brevet blanc ou pas? On y va, premier exercice, je l'affiche à l'écran. Alors dans cet exercice, on vous demandait de souligner les verbes complétés par une proposition subordonnée conjonctive COD, puis d'entourer la ou les formes verbales correctes dans la subordonnée et ensuite de dire pourquoi c'était telle ou telle forme. Donc là, je vous rappelle que quand on parle de forme verbale, en fait, on vous demandait quel était le mode du verbe qui allait bien, sachant que dans la leçon juste au-dessus, on vous indique que selon ce que vous allez exprimer, vous aurez soit de l'indicatif, soit du subjonctif. Bon, maintenant, les verbes à l'indicatif, vous êtes censés pouvoir tous les conjuguer. Je vous rappelle les 8 temps de l'indicatif, présent, imparfait, passé simple, futur simple, et puis les 4 temps composés, passé composé, plus que parfait, passé antérieur, futur antérieur. Ça, il faut que ce soit acquis, su, maîtrisé. Là, on vous loupera pas et en fait, c'est juste plus possible en fin de troisième de pas savoir ça. On avait donc vu qu'il y avait un autre mode, le mode subjonctif. Donc le mode subjonctif, je vous rappelle qu'on a fait une leçon dessus il y a quelques semaines de cela et vous avez des exercices sur Learning Apps que vous pouvez faire ou refaire selon vos besoins, mais c'est pas un mode qui est trop compliqué à conjuguer. En tout cas, ici, il faut bien savoir que selon ce que vous allez exprimer, il va y avoir soit de l'indicatif, soit du subjonctif. On reprend ce petit point de leçon juste ensemble. Donc c'est le petit encart orange juste au-dessus de l'exercice.
Donc l'indicatif, on le retrouve après des verbes de déclaration, comme dire, déclarer, affirmer, etc. Ou des verbes de penser, comme croire ou penser, d'accord? Donc il pense et répète qu'il a raison. Et oui, parce qu'ici l'indicatif, je vous rappelle que c'est le mode du réel, c'est le mode de ce qui se passe vraiment, de ce qui s'est vraiment passé ou de ce qui se passera, d'accord? On est dans le concret, dans le réel. Alors qu'ici, vous voyez le mode subjonctif, on vous écrit que le subjonctif est utilisé après des verbes de volonté, de doute, de crainte ou de nécessité. Par exemple, je veux ou je crains qu'il vienne. Et vous voyez que le mot subjonctif ressemble un petit peu au mot subjectif. Et souvenez-vous, tout ce qui est subjectif, c'est tout ce qui est de l'ordre du ressenti, des choses qu'on va exprimer mais qui sont propres à soi. Et vous voyez bien que la volonté, la crainte, la nécessité, c'est pas des choses qui existent en vrai. Quand on veut quelque chose, on veut que ça arrive, mais ça n'arrive pas ou c'est pas sûr que ça arrive. Donc c'est pour ça qu'ici c'est du subjonctif, d'accord? Alors que le présent de l'indicatif, je mange une pomme, bon bah ça c'est réel, d'accord? Je mangerai une pomme, futur, ça va être réel dans le futur. Alors que je veux que tu manges une pomme, bah, que tu manges une pomme, c'est une volonté qui est réelle pour le coup, c'est pour ça que je veux, c'est de l'indicatif, mais le fait de manger cette pomme, c'est une volonté, mais c'est pas quelque chose de réel, c'est pas quelque chose qui se passe ou qui va se passer ou qui s'est passé. J'espère que c'est clair pour vous, n'hésitez pas si là il y a encore des petits soucis. Mais en tout cas, dites-vous bien que c'est vraiment réfléchir à ce que ça exprime, d'accord? L'indicatif, c'est concret, c'est réel. Le subjonctif, c'est subjectif, c'est l'ordre du ressenti. On y va pour l'exercice du coup. Première phrase. Le poète voudrait que son chant de révolte fasse réagir ses semblables. Donc ici, le verbe qui était complété par une subordonnée conjonctive, c'était bien voudrait. Et la question qu'il faut se poser pour qu'on trouve quelle était la subordonnée conjonctive, c'est il voudrait quoi? Que son chant de révolte fasse réagir ses semblables. Ici, voudrait, c'est le verbe vouloir. Vouloir, c'est donc suivi du subjonctif puisque ça exprime une volonté. Donc le verbe faire doit être conjugué au subjonctif. Je vous rappelle que les subordonnées conjonctives COD, en fait, on pose exactement la même question que si vous cherchiez un COD qui était un groupe nominal, par exemple. Hein, je mange une pomme, je mange quoi? Une pomme. Une pomme, ici, c'est un groupe nominal dans sa nature, et sa fonction, c'est d'être COD. Ici, c'est la même chose. Le poète voudrait que son chant de révolte fasse réagir ses semblables. Le poète voudrait quoi? Que son chant de révolte fasse réagir les semblables. Donc, que son chant dans la nature, c'est une proposition parce qu'il y a un verbe subordonné, parce qu'il y a que, et du coup elle est conjonctive parce qu'elle complète le verbe voudrait, d'accord? Et elle est COD parce qu'elle répond à la question quoi. Je vous rappelle que nous, dans le cours, on appelle ça des conjonctifs complétives, d'accord? Complétive, ça veut juste dire COD, d'accord? On continue, deuxième phrase. Il explique que son peuple entend vibrer en lui l'appel à la liberté. Donc ici, le verbe qui était complété par une proposition, c'était bien explique. Il explique quoi? Que son peuple entend vibrer en lui l'appel à la liberté. Et ici, c'était bien entend, puisque expliquer, c'est un verbe de déclaration, donc on a de l'indicatif. Troisième phrase. Il craint que son chant, personne. Donc ici, le verbe qui est complété, c'est bien craint. Il craint quoi? Que son chant, etc. Craindre, c'est un verbe qui doit être suivi du subjonctif, ça exprime la crainte. Donc ici, il craint que son chant n'émeuve personne. Et quatrième phrase, penses-tu qu'il se faire entendre? Ici, le verbe qui était complété, c'était penser. Il pense quoi? Et ici, penser, c'est un verbe suivi de l'indicatif. Donc, penses-tu qu'il peut se faire entendre? Et par exemple, vous voyez, petite parenthèse, si penser est à la forme négative, à ce moment-là, ce sera suivi du subjonctif. Je pense que tu peux, je ne pense pas que tu puisses. Puisque ici, je pense, on déclare quelque chose, d'accord? Alors que je ne pense pas, ici, c'est le doute et donc subjonctif derrière. Ok? Donc vraiment, le subjonctif, ça dépend vraiment de ce que ça exprime. Donc retenez plutôt les valeurs qui vont avec plutôt que des formes verbales. Parce qu'un même verbe peut être suivi de l'un ou l'autre selon ce qu'il exprime. On y va pour l'exercice 2. Donc dans l'exercice 2, vous deviez remplacer les groupes nominaux en gras par une proposition subordonnée conjonctive COD, donc une proposition subordonnée conjonctive complétive. On y va pour la première phrase. Il souhaite le retour de la paix dans son pays. Donc ici, vous aviez le nom retour qu'il fallait mettre sous forme verbale et ça donnait donc il souhaite que la paix revienne dans son pays.
Et ici, souhaiter est suivi du subjonctif puisque c'est un souhait, c'est pas quelque chose de réel, donc subjonctif. Deuxième phrase, ce poète croit au rétablissement de la liberté. Ça donnait ce poète croit que la liberté sera rétablie. Et donc ici, croire, ça exprime la pensée, c'est pour ça qu'on a de l'indicatif. Troisième phrase, je redoute leur intolérance. Ça devenait je redoute qu'ils soient intolérants. Et oui, puisque redouter, ça exprime la crainte, donc subjonctif. Il affirmait son souhait d'œuvrer pour le respect de l'autre. Il affirmait qu'il souhaitait œuvrer pour le respect de l'autre. Et oui, affirmer ici, c'est un verbe de déclaration, donc indicatif. On y va pour le troisième exercice, où là, la réponse était relativement libre. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est surtout le mode que vous avez choisi pour le verbe de la subordonnée. Donc là, je vais vous lire les exemples qui sont, enfin en tout cas la correction qui est proposée. Et surtout, l'intérêt, c'est de voir si c'était bien indicatif ou subjonctif. Première phrase, vous pouviez mettre par exemple « Le marin observe que le soleil monte à l'horizon ». Là, c'est le verbe monter qui est dans la subordonnée, et là, c'était forcément de l'indicatif, puisque c'était le verbe observer. Et donc, c'est quelque chose de réel, de concret, de déclaratif. Deuxième phrase, on pouvait avoir « L'athlète sent que le public vibre dans le stade ». Là aussi, sent, ça exprime quelque chose de réel, et donc ici, vous devez avoir un verbe à l'indicatif. Alors ici, on n'entend pas la différence si c'était indicatif ou subjonctif. Par exemple, si c'était le verbe prendre, vous auriez pu dire « L'athlète sent que le public prend plaisir dans le stade ». D'accord? Et donc là, c'était forcément indicatif. Et puis la troisième phrase, « Cet entraîneur accepte que ses athlètes personnalisent leur entraînement ». Alors ici, personnaliser, pareil, c'est un verbe du premier groupe, donc on ne peut pas entendre la différence entre l'indicatif et le subjonctif, mais ici, c'est bien du subjonctif, puisque accepter, ici, c'est un verbe de volonté, c'est comme vouloir, d'accord? Si je vous mets ça avec un verbe du troisième groupe, ou même du deuxième, ça pourrait donner « Cet entraîneur accepte que ses athlètes fassent leur entraînement ». Et ici, vous voyez bien que le verbe faire, il est au subjonctif. Alors ensuite, vous aviez quelques petits exercices sur cette fois-ci les propositions subordonnées, interrogatives, indirectes. Donc ici, elles sont considérées comme des subordonnées conjonctives, puisque je vous rappelle que conjonctive, c'est le mot technique pour dire que ça complète un verbe, et les interrogatives indirectes, ça vous le savez depuis plusieurs mois, elles complètent un verbe de parole. Donc fatalement, interrogative indirecte, c'est forcément aussi conjonctive. Je vous rappelle que vous avez votre grande carte mentale en format A3 dans votre classeur. Référez-vous-y bien si vous avez des doutes ou besoin de vous rafraîchir la mémoire avec ça. Donc dans le petit encadré orange, on vous rappelait que le mode souvent de ces subordonnées-là, interrogative indirecte, est souvent l'indicatif et que parfois c'est le conditionnel. Rappelez-vous du tableau des correspondances de valeurs de temps. Par exemple, si dans votre discours direct, vous avez du présent, ça devient de l'imparfait au discours indirect, au discours rapporté. D'accord ? J'ai faim, elle pensait qu'elle avait faim. D'accord ? Et donc le conditionnel ici, rappelez-vous que c'est utilisé pour remplacer le futur simple. Demain, tu partiras en vacances. Elle a dit que demain, tu partirais en vacances. Partira, tu partiras devient tu partirais. Ça va ? Si pareil, là si c'est un peu vieux dans votre tête, vous avez dans votre cahier d'activité le merveilleux DNB, préparation au DNB, vous avez des exercices là-dessus et puis vous avez aussi dans votre cours une leçon là-dessus. D'accord ? On avait fait, si mes souvenirs sont bons, avant les vacances de la Toussaint. Donc n'hésitez pas à remonter dans votre cours. On vous rappelle que ces propositions subordonnées interrogatives indirectes sont introduites par exemple, si, pourquoi, où, qui, quoi, ce qui, ce que, etc. En gros, par tous les mots interrogatifs. Rappelez-vous qu'une question qui commence par « est-ce que » ça devient « si », ou une question où vous avez verbe et sujet inversé, ça devient « si », et une question qui commence par « qu'est-ce que » ça devient « ce que ». Je m'explique. Est-ce que tu viens ? Elle demande si je viens. Viens-tu ? Elle demande si je viens. Qu'est-ce que tu fais ? Elle demande ce que je fais. Bon, ça doit être pareil, normalement maîtrisé à votre niveau. Alors on y va pour l'exercice 4. On vous demandait d'entourer les mots interrogatifs, puis de délimiter les propositions subordonnées interrogatives indirectes avec des crochets. Alors on y va pour la première phrase. Pablo se demande pourquoi ses parents ne lui ont jamais parlé de son grand-père.
le mot interrogatif était bien pourquoi, et donc il introduit forcément la subordonnée, et donc toute la subordonnée était pourquoi ses parents ne lui ont jamais parlé de son grand-père. Deuxième phrase, il voudrait savoir comment sa famille est venue en France. Le mot interrogatif était comment, et donc la proposition comment sa famille est venue en France. Troisième phrase, il ignore à quelle date ce voyage s'est effectué. Donc ici, vous aviez le mot interrogatif à quel, et donc la subordonnée à quelle date ce voyage s'est effectué. Quatrième phrase, il ne sait pas si cela a de l'importance pour lui. Le mot interrogatif, en tout cas le mot qui permet de rapporter la phrase déclarative, c'est si. Et donc la subordonnée, si cela a de l'importance pour lui. Petite parenthèse ici, attention à ne pas confondre avec les propositions subordonnées circonstancielles d'hypothèse. D'accord ? Ici, c'est savoir si je viens. Donc on rapporte ce que l'autre sait, d'accord ? Donc ce que l'autre a pensé, ce que l'autre a dit. Par contre, si tu viens, je serai heureuse. Vous voyez bien que ici, le si tu viens, le si, ici, c'est de l'hypothèse, d'accord ? Donc si, il peut avoir deux natures, d'accord ? Ça peut être soit un mot interrogatif qui permet de rapporter une phrase, d'accord ? Ou alors, ici, il peut servir d'introducteur de subordonnée circonstancielle d'hypothèse. Ça, c'est les exercices que vous allez devoir faire juste après, donc no panique, vous allez le retrouver. Cinquième phrase, il ne sait pas quand il pourra partir. Le mot interrogatif, ici, c'était quand. Et donc, la subordonnée, quand il pourra partir. Normalement, ça ne devrait pas être compliqué. La seule qui pouvait poser un petit peu souci, c'était si, puisque si, vous ne le retrouvez pas dans la phrase de base, d'accord ? Dans la phrase au discours direct, d'accord ? Mais il faut bien penser à le transformer et à l'utiliser dans le discours indirect. On y va pour l'exercice 5. On vous demandait de réécrire les phrases 1 et 2 et de réécrire les couples de phrases 3 et 4 en employant des propositions subordonnées interrogatives indirectes. Donc même principe, hein, on passe du discours direct au discours indirect et on n'oublie pas la concordance des temps. Donc là, il y a deux choses à penser. Quel mot interrogatif est-ce que je vais utiliser ? Et ensuite, quel temps est-ce que je vais devoir garder ou modifier ? Première phrase, je me demande, que fait-il ? Ça donnait, je me demande ce qu'il fait. Ici, que, hein, c'est comme qu'est-ce que, donc ça devient ce que. Et là, regardez bien, il n'y a plus d'inversion du sujet et du verbe, d'accord ? Dans la phrase au discours, enfin dans la question au discours direct, que fait-il ? On inverse le sujet et le verbe. Et dans la phrase au discours indirect, ce qu'il fait, on reprend l'ordre normal. Autre chose aussi qui est modifiée, c'est la ponctuation. On passe du point d'interrogation au point. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, c'est extrêmement important dans les exercices de grammaire qu'on pourrait vous demander le jour du brevet ou l'année prochaine, mais aussi quand vous rédigez. Maintenant, vous commencez à savoir comment on fait un sujet de réflexion. Dans votre introduction, quand vous annoncez la problématique, la question, c'est soit vous la posez au discours direct, en quoi nanana fait-il point d'interrogation, ou alors nous nous demanderons en quoi nanana il fait nanana point. Ok ? Ça c'est hyper important. On continue. Deuxième phrase. Il demanda faut-il apporter un duvet ? Au discours indirect. Il demanda s'il fallait apporter un duvet. Vous voyez, il n'y a pas de mot interrogatif, on a seulement l'inversion du sujet et du verbe, donc ça devient si. Même chose, le point d'interrogation devient un point. Troisième phrase. Qui avait parlé ainsi ? Elle l'ignorait. Ça donne, elles ignoraient qui avait parlé ainsi. Donc là, dans ces couples-là, le verbe de parole était donc donné après, et donc il faut bien le mettre avant si vous voulez rapporter le discours. Et enfin, phrase 4. Le temps était-il doux à Nice ? Il ne le savait pas. Et ça donne, il ne savait pas si le temps était doux à Nice. Ici, même chose, vous n'avez pas de mot interrogatif, donc vous allez utiliser si, puisqu'il y avait seulement l'inversion du sujet et du verbe. Bien, on continue. Exercice 6. On vous demandait de compléter chaque phrase avec une proposition subordonnée interrogative indirecte. Donc là aussi, les réponses étaient libres. Ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir bien utilisé le bon mot interrogatif et de bien avoir pensé à mettre un point et pas mettre un point d'interrogation à la fin de votre phrase complexe. Première phrase, vous pouviez dire par exemple « Le maire se demande si la construction du stade a commencé ». Mais par exemple, vous pouviez très bien aussi avoir quelque chose comme « Le maire se demande pourquoi la construction du stade prend tant de temps ». Donc là, tout dépend de la phrase de base à laquelle vous avez pensé, d'accord ? Dans le cas ici de ma correction, ça pourrait être la phrase au discours direct « La construction du stade a-t-elle commencé ?»
Et donc forcément, au discours indirect, ça devient si, d'accord? Mais si vous avez pensé à pourquoi ça prend du temps, et bien à ce moment-là, le pourquoi, il faut que vous le gardiez dans le discours indirect. Deuxième phrase, vous pouviez dire par exemple « Elle souhaitait savoir qui dirigeait la chorale ». La même chose, tout dépend de la phrase à laquelle vous avez pensé au départ. Troisième phrase, « Dis-nous quels sont tes sports préférés ». Et puis quatrième phrase, j'ai demandé au professeur combien de temps durerait le contrôle. Et là, hyper important, vous voyez, regardez. Ici, vous avez j'ai demandé. Et donc j'ai demandé, boum. Ici, vous êtes obligé de faire le tableau de concordance des temps, puisque vous avez le verbe introducteur, le verbe de parole, qui est au passé. J'ai demandé. Dans la deuxième phrase, c'est la même chose. Vous avez le verbe de parole qui est à l'imparfait. Et donc forcément, derrière, vous devez avoir la concordance des temps. Donc ce tableau de concordance des temps, il nous intéresse seulement si le verbe introducteur est au passé. Donc soit à l'imparfait, soit au passé composé, soit au passé simple, éventuellement au plus que parfait, voire au passé antérieur. Si votre verbe de parole il est au présent, ça ne change pas. Mais souvent dans les textes qu'on vous fait étudier, dans les textes littéraires, vous avez souvent du passé simple ou de l'imparfait, d'accord, pour parler de ce que quelqu'un a dit. Et donc là, il faut vraiment avoir ce tableau de concordance des temps en tête. Et enfin, phrase 5, vous pouvez y avoir par exemple nous ignorons pourquoi vous êtes fâchés. Et donc là, on rapporte normalement puisque nous ignorons est au présent. Bien, septième exercice, là on travaille vraiment la construction des phrases complexes avec des subordonnés. Donc phrase A, elle souhaite danser dans la rue. Donc pour trouver le sujet, on se pose bien la question de qui est-ce qui plus verbe conjugué. Donc là, qui est-ce qui souhaite? C'est bien elle. Phrase B, elle regarde ses amis danser dans la rue. Même chose, qui est-ce qui regarde? C'est elle. Troisième phrase, c'est de nouveau elle qui regarde danser ses amis dans la rue. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, question B, on vous demande à quel mode est-ce que le verbe danser est, ou en tout cas ici est conjugué, puisqu'on verra que oui, en fait, on peut conjuguer ce mode-là. Mais en tout cas, ici, danser, il est à l'infinitif. C'est même l'infinitif présent. L'infinitif passé serait avoir dansé. Mais bon. Donc là, en tout cas, danser est à l'infinitif. Alors la question C, un peu plus corsée, on vous demandait dans quelle phrase au pluriel le verbe danser a-t-il un sujet propre exprimé? C'est-à-dire dans quelle phrase est-ce qu'on sait qui danse? Bon, regardez, dans la première, elle souhaite danser dans la rue. Finalement, danser, il n'a pas son sujet pour lui, puisque elle, le sujet, il est déjà occupé à conjuguer le verbe souhaiter. Donc là, il n'y avait pas vraiment de sujet pour le verbe danser. Alors que dans les phrases B et C, elle regarde ses amis danser dans la rue, elle regarde danser ses amis dans la rue. Qui est-ce qui danse ici? Eh bien, ce sont ses amis. Donc dans les phrases B et C, danser finalement a bien un sujet qui est exprimé. Même si le verbe danser n'est pas conjugué au présent de l'indicatif. Donc la question D, vous avez dû encadrer ses amis dans la phrase B et dans la phrase C. Et puis la question F, quelle est la fonction des propositions infinitives entre crochets? Donc à chaque fois, ses amis danser dans la rue ou danser ses amis dans la rue, quelle est leur fonction? Bon, on est dans la même leçon depuis tout à l'heure, donc a priori, vous avez compris. Elle regarde quoi ou elle regarde qui? Et à chaque fois, vous avez la proposition entre crochets. Donc là, les deux sont des COD. Bien. Je vous rappelle, verbe quoi ou verbe qui, COD. Peu importe la nature de ce qu'il y a derrière, COD. Et enfin l'exercice G, on vous demandait de réécrire la phrase B ou de réécrire la phrase C en remplaçant le groupe nominal, le sujet de l'infinitif par un pronom personnel. Donc là, vous deviez remplacer ses amis par un pronom personnel. Et donc là, ça donnait la même chose pour les phrases B et C. Elle les regarde danser dans la rue. Bien! J'espère que c'est bon pour cet exercice 7. On passe à la suite. Donc là, vous aviez un petit encadré orange qui vous rappelait les propositions subordonnées infinitives, comment ça se construisait et ce que c'était. Donc on y va, on reprend ensemble. Donc les propositions subordonnées infinitives, elles comportent bien un verbe à l'infinitif qui a un sujet différent du sujet principal. Là, vous voyez bien, elle regarde danser ses amis. Qui est-ce qui danse? C'est ses amis, c'est pas elle. Donc c'est un nouveau sujet. Ces propositions subordonnées infinitives sont COD de verbes de perception, comme voir, sentir, et des verbes laisser et faire. Par exemple, il entend le vent gémir. D'accord? Le sujet de entend, c'est il, et le sujet de gémir, c'est le vent. Si le sujet du verbe à l'infinitif est un nom, il peut se placer avant ou après ce verbe. S'il est un pronom, il se place avant le verbe principal. Il voit les enfants arriver. Il voit quoi?
les enfants arrivaient. Donc là, vous voyez que ici, les enfants, c'est un nom, d'accord, un groupe nominal, donc il peut se placer avant, mais vous pourriez très bien dire aussi, il voit arriver les enfants. Il voit quoi? Arriver les enfants. Par contre, ici, les enfants, si vous le remplacez par un pronom personnel, donc si vous le remplacez par les, là, on peut le mettre que avant. Il les voit arriver. On ne peut pas dire il voit les arriver ou il voit arriver les. Hein, c'est pas français. Donc quand vous avez le pronom, c'est toujours avant le premier verbe, entre le sujet, le premier sujet et le premier verbe. Bien, maintenant que cela est rafraîchi, ne paniquez pas, c'est des choses que vous faites relativement naturellement. Quand vous parlez, en fait, vous le faites. Et là, en fait, en grammaire, ce qu'on vous demande de faire, c'est de mettre des mots techniques, théoriques, sur ce que vous faites, en fait. Mais ça, c'est, vous parlez, je vous l'ai déjà dit, français depuis une dizaine d'années maintenant, et vous le faites, en fait, spontanément. Donc là, c'est juste comprendre pourquoi est-ce que les Français, depuis des centaines d'années, parlent comme ça et utilisent ces structures-là. Et puis pour apprendre les langues étrangères, je vous rappelle que c'est primordial. Hein, pour bien comprendre comment fonctionnent aussi d'autres langues, il faut que vous maîtrisiez, vous, votre langue, comment elle fonctionne. On y va pour l'exercice 8. On vous demandait de barrer les phrases qui ne contiennent pas de subordonnées infinitives. Alors on y va. Première phrase. Il voit la mer monter. Ici déjà, on repère le verbe qui est conjugué. Ici, c'est voit. On se pose la question de il voit quoi, hein, je vous rappelle, puisque les propositions subordonnées infinitives, ça marche comme des COD. D'accord? Donc vous posez la question comme si vous cherchiez un COD. Il voit quoi? La réponse, la mer monter. Ici, on a bien un verbe à l'infinitif, on a bien un autre sujet. Qui est-ce qui monte? C'est la mer. Donc là, oui, on a bien une subordonnée infinitive. Deuxième phrase. Il entend la glace craquer sous ses pas. Même chose, il entend quoi? La glace craquer sous ses pas. On a un verbe à l'infinitif, craquer, qui a son propre sujet, la glace. Qui est-ce qui craque? C'est la glace. Donc on a bien ici une subordonnée infinitive. Troisième phrase, le maître fait entrer les élèves. Le maître fait quoi? Entrer les élèves. Ici, vous avez bien le verbe à l'infinitif entrer. Qui est-ce qui entre? C'est les élèves. Donc on a bien ici une subordonnée infinitive. Quatrième phrase, il entend gagner ce prix. Donc là, on a bien, il entend quoi? Gagner ce prix. Or ici, le verbe gagner. Qui est-ce qui gagne? C'est pas ce prix. Ce prix, c'est le COD de gagner. Et donc ici, il n'y a pas de nouveau verbe, donc ce n'est pas une subordonnée infinitive. Et puis ici, le verbe entendre, c'est pas un verbe de perception. C'est un verbe qui signifie vouloir. Et donc ici, ça vous fait deux indices qui montrent que c'était pas une subordonnée infinitive. D'accord? C'est un peu complexe, je vous rassure, on vous posera pas la question au brevet, d'accord? C'est juste pour pratiquer un peu, mais faut pas vous angoisser avec ça, d'accord? Cinquième phrase, il les voit marquer des buts, donc là on a l'infinitif marqué. Qui est-ce qui marque des buts? C'est bien les, d'accord? Donc c'est pas le même sujet que il voit, donc subordonnée infinitive. Phrase 6, elle le sent frémir de colère. Ici le sujet de frémir c'est le. Donc comme on a un nouveau sujet, hein, on a elle sent avec elle qui est le sujet du verbe conjugué, et puis le qui est le sujet de frémir, donc c'est bien une subordonnée infinitive. Septième phrase, il laisse courir son fils. Ici, qui est-ce qui court? C'est son fils, donc c'est bien une subordonnée infinitive. Et puis dernière phrase, nous voulons partir en voyage. Ici, qui est-ce qui veut partir? C'est nous, et donc c'est le même sujet, donc ce n'est pas une subordonnée infinitive. Donc vous deviez rayer deux phrases, la phrase 4 et la deuxième partie de la phrase 7. Il était costaud, celui-là, je vous le dis, c'était franchement le plus dur de toute la série, donc vraiment no panique si vous n'y êtes pas arrivé ou que ça a été compliqué. On vous en reparlera au lycée l'année prochaine, mais pour cette année, en tout cas pour le brevet, vous angoissez pas. On y va pour l'exercice 9, beaucoup plus court et plus rapide, c'est bientôt fini, accrochez-vous. On vous demandait de réécrire chaque phrase en remplaçant le COD par une subordonnée infinitive. Donc on y va, première phrase, vous entendez l'orage qui gronde. Donc ici, vous entendez quoi? L'orage qui gronde. Donc l'orage qui gronde, il fallait le remplacer et ça pouvait donner vous entendez l'orage gronder ER. Exactement la même signification. Ou vous entendez gronder l'orage. Pas de problème aussi. Deuxième phrase, les riverains observent que la rivière déborde. Vous pouviez mettre les riverains observent la rivière déborder. Les riverains observent déborder la rivière. Ça marchait aussi tout à fait. Là, après ce qu'on vient de faire, franchement, c'est tranquille. Et allez, exercice 10, et après, on a terminé avec ces subordonnées infinitives. On vous demandait de compléter ces phrases par une proposition subordonnée infinitive.
Donc par exemple, là, c'était assez libre, mais vous pouvez mettre par exemple « Le marin regarde la mer tanguer ». L'athlète sent ses poumons se gonfler. Et puis troisième phrase, cet entraîneur laisse l'équipe se concentrer. Dans tous les cas, il faut que vous ayez un verbe à l'infinitif. Donc on retient que les subordonnées infinitives, elles fonctionnent comme des COD, il faut qu'elles aient un sujet différent que celui du verbe qui est conjugué, que donc du verbe de la principale, du verbe introducteur, et également elles suivent souvent des verbes de perception, entendre, voir, sentir, et les verbes laisser et faire. Si ça c'est capitaux, pas de problème pour la suite. Et alors on continue avec l'exercice 7 qui était un exercice plus d'application dans un texte littéraire où on pourrait vous poser ce genre de questions le jour d'un brevet par exemple. Première étape, on vous demandait de placer entre crochets les propositions subordonnées conjonctives et ensuite de dire qui rapporte les paroles de qui et pourquoi le fait-il. Donc déjà, on va repérer les propositions subordonnées conjonctives. Donc pour ça, si c'est des conjonctives COD, ce sera forcément, donc des conjonctifs complétifs, ce sera forcément avec que. Si c'est par exemple des conjonctives interrogatives indirectes, là vous pourrez avoir des mots interrogatifs. Bon, dans ce cas-là, on n'avait que des propositions subordonnées introduites que par que. Donc on y va, on relit le petit texte ensemble et puis à chaque fois, je vous indiquerai quelle était la proposition subordonnée conjonctive complétive. Donc on est en Russie, c'est un extrait de Tolstoï. Le gérant Yakov expose les finances du domaine au père du narrateur, Piotr Alexandrovitch. Petite parenthèse, je vous rappelle que tout ce qui est en italique et avant le texte, ça ne compte pas dans l'analyse de texte. On continue. Pour le moulin, le meunier est déjà venu 2 fois demander un délai. Il m'a juré sur Dieu et sur le Christ qu'il n'avait pas d'argent. Ici, proposition subordonnée conjonctive, puisque vous aviez ici le mot subordonnant que, et donc qui introduisait la subordonnée qu'il n'avait pas d'argent. Ça vient d'ailleurs compléter le verbe « il m'a juré ». Il m'a juré quoi? Qu'il n'avait pas d'argent. On continue. D'ailleurs, il est ici. Ne voudriez-vous pas lui parler vous-même? Ici, rien à déclarer. On continue. Que dit-il? Demanda mon père, peu désireux de conserver avec le meunier. Et donc là, attention, vous avez bien un que, mais ce n'est pas ici un mot subordonnant. Ici, c'est un mot interrogatif, d'ailleurs un pronom interrogatif, qui est comme qu'est-ce que? Qu'est-ce qu'il dit? Donc ici, vous voyez bien que ça ne vient pas compléter un verbe. C'est le COD de dire il dit quoi, et donc ici que c'est un pronom. On continue. Il dit qu'il n'a rien à moudre en ce moment et que l'argent qu'il avait en réserve a été dépensé pour les travaux de la digue. Alors ici, on avait 2 propositions subordonnées conjonctives, parce qu'il y a bien 3 subordonnées, mais seulement 2 conjonctives. On y va. Le verbe de parole, c'est dit. Il dit quoi? Qu'il n'a rien à moudre en ce moment. Et puis là, vous avez une conjonction de coordination, et ça veut dire qu'on va rajouter peut-être quelque chose. Et effectivement, il dit un autre truc, il dit quoi? Il dit que l'argent qu'il avait en réserve a été dépensé pour les travaux de la digue. Et là, vous allez me dire, ouais, Madame Buff, il y a un 3e que. Je suis d'accord avec vous, je vous explique, ne paniquez pas. Regardez, on a, donc il dit que l'argent qu'il avait en réserve a été dépensé. Ici, le QU, donc le que, qu'est-ce que ça vient compléter? Est-ce que ça vient compléter le verbe dire ou est-ce que ça vient compléter autre chose? Donc, qu'il avait en réserve. Qu'est-ce qu'il avait en réserve? Et ici, c'est l'argent. Et l'argent est un nom. Donc là, vous avez à l'intérieur de votre subordonnée conjonctive, que l'argent qu'il avait a été dépensé, une proposition subordonnée relative, puisque qu'il avait en réserve vient compléter le nom argent. Ça va? J'espère. N'hésitez pas à me poser une question via Pronote si vraiment c'est la panique totale, mais vous êtes tout à fait capable d'y arriver. Faites pause, remettez en arrière si vous voulez que je réexplique. On continue. Il m'a répondu qu'il ferait tout son possible pour Piotr Alexandrovitch, mais que l'affaire n'était pas entre ses mains. Ici, de nouveau, on a 2 subordonnées conjonctives. Vous avez le verbe de parole répondre. Il m'a répondu quoi? Qu'il ferait tout son possible pour Piotr Alexandrovitch, première subordonnée. Et puis aussi, vous avez là une conjonction de coordination qui vient ajouter autre chose qu'il a répondu. Il m'a répondu quoi? Que l'affaire n'était pas entre ses mains. Donc vous aviez ici ces 2 subordonnées. Fin du texte. Le gérant avait encore beaucoup d'arguments. Mon père s'en aperçut et ne le laissa pas parler. Ici, plus rien à déclarer. Donc, ici, nos propositions subordonnées conjonctives permettent de rapporter les paroles du meunier.
Petite question B, on vous demandait de réécrire le passage en gras en employant une proposition subordonnée interrogative indirecte. Et donc là, vous aviez donc « Que dit-il » demanda mon père. Et ici, on est bien dans le discours rapporté. Et donc, il fallait bien réinverser. Attention, le verbe introducteur est au passé. Donc, il va falloir faire la concordance des temps. Mon père demanda ce qu'il disait. Demanda est au passé simple. Et donc, le « il dit » qui est au présent dans la question devient de l'imparfait dans le discours rapporté. La petite question C, c'était libre, et donc là, libre à vous de m'envoyer si vous voulez votre travail pour que je vous dise si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, et pour être sûr que vous êtes au taquet sur les subordonnés. Bien, donc maintenant, à préparer pour le prochain cours de grammaire. Donc c'est pas jeudi prochain puisque vous serez en brevet blanc, mais donc le jeudi d'après, donc pendant 2 semaines, ça vous laisse le temps. Je vais vous demander de faire la fiche numéro 16, donc tous les exercices sur propositions subordonnées circonstancielles. Donc vous avez 3 pages, je vous les affiche maintenant à l'écran. Donc premier exercice, c'est les fiches de révision classiques où vous devez ici rajouter un exemple qui vous convient. Et puis ensuite des exercices pour pratiquer, 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 pratiquer et encore pratiquer parce que c'est comme ça que ça rentre et qu'on s'habitue. Donc ces exercices-là, je vous laisse vraiment 2 semaines pour les faire, d'accord? C'est assez long comme dossier, je vais pas vous demander de me photocopier tout le dossier, etc. Ça ne sert à rien. Enfin, ça sert, mais bon, là, c'est pas la peine. Je vous conseille cependant de les faire avant le brevet blanc ou d'en faire quelques-uns avant le brevet blanc pour remobiliser tout ça. Et puis par contre, aujourd'hui, ce que je vais vous demander de faire, donc ce sera à faire en priorité, c'est des exercices dans votre cahier de DNB. Alors, je vous rassure, c'est beaucoup plus court et beaucoup plus digeste. Là, c'est vraiment des révisions relativement simples de ce que vous êtes déjà censé connaître et maîtriser. D'accord? C'est pour refaire un point sur la phrase complexe. Donc, c'est la fiche numéro 14, page 32-33. Analyser une phrase complexe. Donc, je vous laisse mettre pause, sortir votre cahier de DNB et vous y mettre. On lit ensemble le petit mémo, prenez votre règle, votre surligneur, votre stylo rouge, encadrez-le bien, je le lis avec vous et puis ensuite vous serez en autonomie sur les exercices. Alors dans le mémo, déjà on vous rappelle qu'il y a 2 types de phrases, les phrases verbales et les phrases non verbales. La plupart des phrases sont construites autour d'un verbe conjugué, donc ce sont des phrases verbales, et puis les autres le sont autour d'un groupe nominal, adjectival ou adverbial, et donc là ce sont des phrases non verbales. Dites-vous bien que la majorité des phrases qu'on vous fera analyser de toute façon dans les examens, ce sont des phrases verbales, d'accord? Deuxième point, les phrases simples et complexes. Donc ça, une phrase simple possède un seul verbe conjugué, une phrase complexe possède au moins 2 verbes conjugués, donc au moins 2 propositions. Un verbe conjugué avec tout ce qui va autour égale une proposition. Ça, c'est pareil, il faut que ce soit acquis, c'est du niveau 5e, si c'est même pas 6e. Et puis troisième point, les propositions dans une phrase complexe peuvent être 3 possibilités, juxtaposées. À ce moment-là, elles sont séparées par un signe de ponctuation simple ou signe de ponctuation faible, comme la virgule, les 2 points ou le point-virgule. Il enfila sa veste, virgule, se dirigea vers la porte, virgule, sortit l'air satisfait. 3 propositions juxtaposées, et on dit que ces propositions sont indépendantes. Deuxième cas de figure, vos propositions peuvent être coordonnées. Dans ce cas-là, elles sont reliées par une conjonction de coordination ou un connecteur logique. Les conjonctions de coordination, je vous écoute. Bravo, mais où est donc Ornicard? Et les connecteurs logiques, c'est tout ce que vous avez, cependant, néanmoins, ensuite, etc. Par exemple, elle proteste mais finit par céder. Vous avez elle proteste, vous avez fini par céder. Ici, le sujet est sous-entendu, c'est toujours le même, c'est elle qui finit par céder, mais donc vous avez bien 2 propositions quand même. Et donc là, vous avez 2 propositions indépendantes, coordonnées. Et puis enfin, troisième cas de figure, quand les propositions sont subordonnées, elles sont reliées par une conjonction de subordination, par un pronom relatif ou par un mot interrogatif. Donc ça, c'est tout ce qu'on a vu dans tous les exercices là sur les subordonnés. D'accord? Une conjonction de subordination, ça peut être que, parce que, pour que, bien que, alors que, comme, quand, si, d'accord? Ça, cette liste, il faut qu'elle soit vraiment maintenant acquise. Un pronom relatif, qui, que, dont, où. Vous avez aussi les pronoms relatifs composés, lequel, à laquelle, duquel, auquel, etc. Et puis les mots interrogatifs, c'est quand vous rapportez des paroles. Donc vous avez si, ce que, comment, pourquoi, etc., etc. Exemple,
Il écoute ses conseils parce que selon lui, ils lui sont précieux. Donc vous avez une première proposition, il écoute ses conseils, et ici on dira que c'est une proposition principale. Et la deuxième proposition, parce que selon lui, ils lui sont précieux. Et donc ici, c'est la proposition subordonnée. Donc quand vos propositions sont coordonnées ou juxtaposées, elles sont indépendantes. Sinon, vous avez le couple principal subordonné. On est bon. Et donc maintenant, vous êtes prêts pour faire les 5 exercices en autonomie. Ça, c'est quelque chose qui va vous prendre 20 bonnes minutes, d'accord ? Donc ça, par contre, c'est à faire aujourd'hui, à m'envoyer d'ici ce soir, ok ? Donc juste cette partie-là d'exercice dans le cahier du DNB. Les autres exercices sur les circonstanciels, ça je vous laisse 2 semaines pour les faire. De toute façon, tout est écrit dans le cahier texte sur Pronote. Dernier point, si tout ça vous paraît encore trop compliqué ou encore trop obscur, même si vous avez fait tous les exercices, que vous avez écouté, que vous avez compris plus ou moins la théorie, mais qu'en pratique c'est compliqué, vous avez tous les exercices sur Learning Apps. Même si vous les avez déjà faits, je ne saurais trop vous conseiller que de les refaire, de vous entraîner. Et c'est vraiment en fait en pratiquant que vous allez comprendre le truc. Mais je vous assure, je vous promets qu'en soi, c'est pas compliqué. La seule chose qui est compliquée, c'est de pas de se mélanger dans tous ces termes techniques. Mais tous ces termes ont un sens, on les a déjà expliqués en classe. Et vraiment, il y a une logique là-dedans. C'est presque de la logique mathématique. Alors ne bondissez pas ceux qui n'aiment pas les maths, parce que je déteste les maths, vous me connaissez. Mais ça, je vous assure que c'est logique, c'est compréhensible et c'est clair. Donc entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Soyez forts, je crois en vous. Je sais que vous vaincrez la subordonnée. Bonne journée et à demain.